lorsque nous animons des séminaires sur le sujet, ça peut durer une journée complète et que nous allons prendre ici simplement quelques dizaines de minutes. Alors, juste de petites présentations. Je vais pas revenir sur notre métier de consultant que tout le monde connaît. Simplement préciser que dans le cadre des dispositifs pris par l'État et donc votés par le Parlement sur la baisse des dotations depuis maintenant 2014, dans le cadre également du projet de réforme de la DGF dont nous allons longuement parler, c'est un des thèmes dominants de cette présentation, nous avons été à 2 reprises mandatés par le Sénat pour réaliser une étude nationale à l'automne 2014 sur l'impact de la baisse des dotations sur l'ensemble des collectivités locales. Donc, nous avions traité l'ensemble des comptes de gestion 2013, France entière, communes, communautés, départements et régions. Donc il y a un ou deux transparents qui reviendront sur les résultats de cette étude qui avait été présentée au président Gérard Larcher en novembre 2014, donc il y a maintenant 14 mois. Et par ailleurs, nous avons été à nouveau missionnés par le Sénat cet automne et nous avons, dans le courant du mois d'octobre, réalisé des simulations sur les impacts de la réforme de la DGF qui ont été livrés aux parlementaires et dont je vous parlerai aussi, puisque bien entendu c'est un des éléments qui, d'une part, a induit le report de la réforme de 2016 à 2017 et qui, d'autre part, sera bien évidemment rediscuté dans le cadre du rapport que le gouvernement s'est engagé à remettre au Parlement pour le 30 juin 2016 et à partir duquel l'Assemblée nationale et le Sénat auront, dans le cadre du projet de loi de finances 2017, donc à l'automne prochain, à redébattre pour voir si cette réforme est confirmée, amendée ou si elle passait à la trappe. Bon, je reviens très rapidement sur le contexte dans lequel se situe cette présentation. Ça fait maintenant un tiers de siècle que nous sommes sous l'empire de la loi de décentralisation du 2 mars 1982. Il s'est passé, ne serait-ce que sur le plan financier, un certain nombre d'événements. Je ne vais pas revenir sur tous. Simplement peut-être préciser, puisqu'on est dans un cadre budgétaire extrêmement contraint pour les collectivités, les limites de l'épure. Il arrive que nous soyons interviewés sur des plateaux de télévision ou par la presse écrite. Ça a encore été le cas la semaine dernière à l'occasion des débats générés d'ailleurs par la conférence de presse de 4 présidents de départements de Grande Couronne qui ont fait savoir toutes les difficultés qu'ils avaient à boucler leur budget avec l'explosion du RSA. Et donc il nous est régulièrement demandé, ça a été le cas sur BFM Télé mardi de la semaine dernière et sur iTélé, est-ce qu'une collectivité peut faire faillite? Alors évidemment notre réponse est toujours la même, non, elle ne peut pas faire faillite. On ne peut pas imaginer, ce sont des propos que l'on tient souvent devant des assemblées locales, monsieur le maire, monsieur le président, qu'un huissier vienne un jour saisir votre bureau, pas plus qu'il ne peut prendre n'importe quel bien public, contrairement à ce qui se passe aux États-Unis, où lorsque la ville de Detroit s'est placée sous la protection de ce qu'on appelle le Chapter 11 aux États-Unis, c'est la même chose que pour une entreprise. Elle a dû céder les pièces de son musée, ce qui évidemment serait particulièrement gênant en matière patrimoniale si ça se produisait en France. Ça n'est pas le cas. En revanche, et c'est ce qui apparaît un petit peu au milieu de ce tableau, il y a eu, au début des années 90, il y a eu des cas de surendettement de communes. Vous le voyez ici sur 91, émergence du risque de surendettement, mise sous tutelle par les banques de communes fragiles et naissance de l'année financière locale. Ça s'est produit avec Angoulême et Briançon, ça s'est produit également en d'autres lieux, et il y a eu, ne serait-ce que dans le Midi, c'est-à-dire dans les 2 régions Languedoc-Roussillon et PACA, un très grand nombre de villes importantes et moyennes qui ont été mises sous tutelle par les banques. Disons qu'elles l'ont pratiquement tout été, à l'exception de Montpellier, d'Aix-en-Provence et de villes du littoral qui ont un casino, ce qui montre quand même que ça a touché pas mal de monde. Et c'était évidemment une contrainte très forte politique, pas uniquement financière, mais politique, qui pesait sur les exécutifs locaux, puisqu'il y avait une clause de revoyure chaque année, généralement au mois d'avril, compte administratif connu mais pas encore voté, et chacun comprenait en lisant ces protocoles qui ont prévalu entre 92 et 98 que s'ils n'étaient pas respectés, le robinet du crédit se fermait. Alors qu'ont fait les maires de cette époque? Ils ont violemment augmenté les impôts sur des bases fiscales autrement plus importantes que celles qui existent aujourd'hui depuis que les gouvernements successifs les ont démantelées, et ils ont également réduit les investissements. Je précise bien sûr
que ces bases fiscales non seulement étaient beaucoup plus consistantes qu'aujourd'hui, mais que les taux de la fiscalité locale au début des années 90 étaient dérisoires et que par conséquent, je ne dis pas que ça justifie une augmentation, mais qu'aujourd'hui, ça la justifierait beaucoup moins. Donc les élus de la fin des années 2010 auront bien entendu d'autres réponses à apporter aux dérives financières qui, immanquablement, vont se produire ici ou là, comme d'ailleurs nous l'avons pu le montrer sur le rapport fait pour le Sénat, et que, sachant que nous sommes, en cette année 2016, qu'à la troisième des 4 années de baisse programmée des dotations d'État. Alors, peut-être rappel de concept, on compare souvent les finances locales et les finances nationales, et on a raison de le faire, on ne compare pas les finances d'une collectivité aux finances d'une entreprise. En revanche, il y a 2 grosses différences. La première, c'est que le budget d'État est en déficit au premier euro d'emprunt, c'est-à-dire dès qu'il n'équilibre pas ses dépenses avec ses seules recettes définitives en temps d'emprunt. Ça fait maintenant 43 ans que l'État n'est pas en mesure d'équilibrer son budget, puisque la dernière fois, c'était sous Georges Pompidou, donc en 1973. Les collectivités ont des budgets et des comptes administratifs équilibrés par l'emprunt. Quand on lit cette première partie en haut de la page, on a l'impression que c'est moins rigoureux la gestion locale que la gestion nationale. Mais quand on lit la deuxième partie de la page, le bas, là évidemment les choses se renversent parce que il y a 2 contraintes particulières auxquelles sont soumis les budgets locaux. La première, c'est qu'on doit équilibrer et même suréquilibrer la section de fonctionnement, c'est-à-dire qu'on doit avoir suffisamment de recettes courantes, entendez des dotations, de la fiscalité, des tarifs publics et quelques autres recettes de poche pour couvrir les dépenses de même nature et même les surcouvrir, parce qu'il faut prendre en charge les dotations d'amortissement qui sont particulièrement pesantes pour les départements, mais qui existent pour toutes les collectivités, ne serait-ce qu'avec l'amortissement des biens renouvelables. Première contrainte. Et deuxième contrainte, on ne peut pas rembourser de la dette avec de la dette. Donc il faut trouver des recettes définitives d'investissement pour rembourser le capital des emprunts. Pourquoi je vous dis ça? Parce que l'État, lui, n'a pas ces contraintes. Et vous avez ici quelque chose qui est tout simplement l'annexe 1 de ce qui était le 30 septembre dernier le projet de loi de finances 2016, à partir duquel s'est orientée la discussion au Parlement. Vous avez en haut la section de fonctionnement de l'État, en bas sa section d'investissement. Et donc dans sa section de fonctionnement, vous voyez qu'il y a un déficit d'à peu près 53,6 milliards d'euros qui représente, on peut le comparer sur la partie gauche en haut, au personnel, ça fait presque la moitié des dépenses de personnel de l'État. Je précise, c'est également en rouge, que l'État n'amortit rien, même ses ordinateurs ou ses véhicules semblent avoir une durée de vie infinie puisqu'on ne les amortit pas. Bon, on les amortirait-on que ça ne ferait qu'augmenter de quelques milliards d'euros le montant du déficit, mais on est donc sur 53,6 milliards de déficit. Donc la première condition imposée aux collectivités n'est pas remplie. La deuxième non plus. Là, nous sommes sur le bas de la page, section d'investissement. L'État a prévu en 2016 de lever 187 milliards d'euros d'emprunts pour rembourser 127 milliards d'emprunts antérieurs, prendre en charge bien sûr le déficit de fonctionnement, il faut bien le retrouver quelque part, et réaliser pour tout potage 17 milliards d'euros d'investissement d'État, dont 6 d'ailleurs de FCTVA versés aux collectivités locales. La deuxième condition n'est pas remplie. Je précise que si une collectivité présentait ses comptes avec cette structure, évidemment pas en milliards d'euros, mais en millions d'euros, eh bien immédiatement le préfet siffle la fin de la récré, la Chambre régionale des comptes débarque et elle est chargée de rééquilibrer le budget. Ce ne sont pas les mêmes règles. Les collectivités sont des entités subsouveraines dont l'État fixe les règles du jeu. C'est pas le gouvernement, je dis l'État, parce que tout ceci, ce sont les ordonnances portant règlement de la comptabilité publique qui ont été prises à l'époque du général de Gaulle en 1962 et qui n'ont jamais été changées depuis maintenant plus d'un demi-siècle. Donc il y a un petit proverbe latin qu'on peut appliquer à cette situation, je le cite parfois dans des assemblées locales, quod licet Iovi, non licet bovi. Ça rime, ce qui est permis à Jupiter n'est pas permis aux bœufs, c'est peut-être pas très gentil pour les élus, mais ça montre bien la situation de contrainte dans laquelle ils sont, et qui évidemment nuit aux volontés parfaitement louables qu'ils peuvent avoir de travailler pour animer leur environnement et passer des commandes aux entreprises du bâtiment et les travaux publics qui, comme chacun sait, souffrent beaucoup en ce moment. La page précédente qu'on vient de voir, c'était les comptes de l'État présentés comme les comptes d'une collectivité. Celle-ci, c'est l'inverse. C'est les comptes des collectivités et les comptes de l'État présentés à la sauce État, c'est-à-dire suivant les critères de Maastricht.
Nous avons une ordonnée qui est en pourcents. Ce sont des pourcents du produit intérieur brut. Le produit intérieur brut de la Maison France, on ne connaît pas encore officiellement celui de 2015, mais celui de 2014, c'était 2055 milliards d'euros. Mettons 2000 en arrondissant. Donc 1%, c'est 20 milliards d'euros. Vous avez sur la droite rouge en bas les comptes de l'État, ceux de la sécurité sociale et de quelques autres satellites publics en déficit par rapport au PIB. Donc vous voyez par exemple que pour 2015 estimé, on va être à 3,5, c'est-à-dire à peu près un peu plus de 70 milliards d'euros. Il faudrait remonter donc à 1973 pour retrouver une courbe rouge au zéro. Au fait, qu'est-ce que c'est que le zéro? Eh bien le 0%, qui est quasiment tout en haut, c'est le moment où la dette est constante. C'est-à-dire c'est le moment où on se retrouve en fin d'année, au 31 décembre, avec le même stock de dette que l'on avait au 1er janvier. Ce qui, évidemment, est loin d'être le cas pour l'État. Ce qui a été le cas pour les collectivités entre 1996 et 2003, puisqu'elles ont été légèrement excédentaires sur 8 années consécutives. Je précise en passant, même si ce n'est pas notre sujet d'aujourd'hui, que c'est précisément parce qu'elles étaient en équilibre et donc qu'elles remboursaient de la dette, qu'elles réduisaient leur encours de dette, que les banques, certaines banques, Dexia pour ne pas la nommer, et d'autres, ont eu l'idée géniale, il y a des guillemets bien sûr qu'on n'entend pas à l'oral, ont eu l'idée de leur propos de leur tendre des allumettes pour ceux qui voulaient faire flamber leur rideau avec des produits que l'on n'appelait pas encore toxiques à l'époque, qu'on se contentait d'appeler structurés. Hein, ça vient de cette époque-là. Hein. Les banques avaient moins de business au moment où les collectivités réduisaient leur encours, donc elles s'en sont données avec des réaménagements extrêmement sympathiques pour les banques, moins comme on l'a vu dans les années suivantes pour les collectivités. Pour ce qui concerne l'État, bien sûr, il est tenu de revenir vers l'équilibre. Il est tenu par la Commission européenne. Il y a eu quand même un certain nombre de craquements dans le système, pas seulement en Grèce, mais également en Espagne, en Italie, au Portugal et en Irlande, pour ne citer que ces pays, ce qui amène donc non seulement la Commission européenne, mais également les marchés financiers à faire pression sur les États souverains, qui sont eux-mêmes responsables de leur propre dette, et de la dette de leurs entités subsouveraines, que sont les collectivités. Donc conséquence pour l'État, il réglemente la dette des collectivités, et en particulier, ça a été le cas en 2010, lorsqu'il a intégré les partenariats publics-privés dans la dette locale, alors que jusque-là, ils étaient uniquement en engagement bilan, et également, bien sûr, ça va de soi, tout le monde le sait, eh bien, en réduisant son propre budget, dans lequel figure en bonne place, on le verra tout à l'heure, les dotations qu'il verse aux collectivités, et donc dont il les sèvre aujourd'hui. Vous avez ici le deuxième ratio de Maastricht, c'est celui précisément du stock de dette rapporté au PIB. Donc nous sommes en fait, le stock de dette, évidemment par définition c'est un stock, le PIB c'est un flux, donc ça représente une durée. Nous sommes, le chiffre de 2015 est estimé parce que l'INSEE donnera les chiffres officiels fin février, mais on peut dire 96,3, quasiment 100%, ça veut dire que la dette publique aujourd'hui représente à peu près une année de PIB. Là-dedans, les collectivités, c'est la partie rouge, ne représentent qu'une petite partie, moins de 10% de l'ensemble. Néanmoins, évidemment, l'État les contraint, même si c'est l'État central qui porte l'essentiel de la dette globale, hein, qui représente donc, comme vous l'imaginez, puisque je vous ai donné le montant du PIB, ça représente donc 2000, un peu plus de près de 2000 milliards d'euros, c'est-à-dire à peu près 30 000 euros par Français, nourrissons et grabataires compris. Vous avez ici, parce que c'est toujours un chiffre qui suscite des débats très animés entre les responsables locaux et les responsables nationaux, vous avez ici le poids de la dette, pardonnez-moi, des investissements locaux dans les investissements totaux de la sphère publique. On cite souvent le chiffre de 70%. En réalité, l'INSEE a changé ses méthodes. On pourrait dire 70% si nous ne prenons pas en compte les investissements militaires de l'État, si on ne prenait en compte que les investissements civils. Mais comme l'État réalise aussi des investissements militaires, et en ce moment, chacun sait qu'il est sur un certain nombre de fronts éloignés et intérieurs aussi, donc on est en réalité plutôt à 57-58% d'investissements locaux dans les investissements globaux. Alors on peut discuter pour savoir si c'est légitime de prendre de l'argent en collectivité alors qu'elle représente l'essentiel des investissements publics. Le débat est plus vaste et je n'y entre pas parce que c'est un débat macroéconomique pour ne pas dire politique. Disons simplement que les investissements publics locaux totaux représentent 4% du PIB, 2,5 pour les collectivités et 1,5 pour l'État.
mais les investissements privés, eux, représentent 16% du PIB. Donc la question est évidemment de savoir si on privilégie les investissements locaux dans les investissements publics ou si on privilégie les investissements privés qui sont majoritaires. C'est un débat dans lequel je n'entre pas. Nous avons des lois de programmation des finances publiques qui existent maintenant depuis 2008. Toutes les collectivités du moins d'une certaine taille, de plus de 3500 habitants, connaissent le mécanisme du débat d'orientation budgétaire, ce galop d'essai du budget qui se déroule dans les 8 semaines qui précèdent le vote du budget ou dans les 12 semaines dans une région, sans vote. L'État fait la même chose depuis 2008, sauf que d'après la réforme constitutionnelle qui est passée cette année-là à Versailles, donc en juillet 2008, il fait voter ces lois de programmation des finances publiques pluriannuelles. Il y en a eu 4 depuis cette époque-là, 2 qui ont été présentées par le gouvernement Fillon, qui évidemment sont caduques aujourd'hui, une qui a été présentée par le gouvernement Ayrault, donc fin 2012, et la dernière qui a été présentée fin 2014 par le gouvernement Valls. Il n'y en a pas cette année, donc nous n'avons qu'une programmation à 2 ans, mais nous restons dans le cadre de la loi de programmation des finances publiques 2014-2019, donc qui a été votée en même temps que le budget 2015, donc en décembre 2014. Elle fixe des normes d'évolution de la dépense publique globale, intégrant donc les collectivités locales, même si aujourd'hui il n'y a pas de mesures coercitives ou directes pour les collectivités qui ne respecteraient pas ces objectifs. Il y a des mesures coercitives indirectes, puisque comme chacun sait, les dotations d'État sont ponctionnées au regard des recettes réelles de fonctionnement, et donc les recettes réelles de fonctionnement, c'est bien entendu le budget. Donc plus il est important, évidemment, plus on est touché. L'État a du mal à tenir ses engagements. Vous avez ici, sur ce graphique, les trajectoires qui ont été fixées successivement par les 4 dernières lois de finances. Donc il s'agit des 4 dernières lois de finances de la législature actuelle, donc du gouvernement actuel. En noir, la loi de finances 2013, en vert, la loi de finances 2014, en bleu, la loi de finances 2015, et en rouge, sur 2 ans simplement, la loi de finances 2016. C'est la première fois d'ailleurs que la loi de finances 2016 est un petit peu mieux placée que ce que l'on pensait l'année précédente, alors que, comme vous le voyez, la courbe verte est moins bonne que la courbe noire et la courbe bleue est moins bonne que la courbe verte, donc on prend du retard, ce qui contrarie bien sûr les autorités européennes, la Commission de Bruxelles. On a une petite avance maintenant en 2016, elle ne restera peut-être pas, puisque, comme chacun sait, un collectif budgétaire est en discussion, ou va être en discussion, à la suite des mesures annoncées le 18 janvier par le président de la République, de mettre le paquet sur la formation et prendre d'autres mesures pour soutenir l'emploi. Vous avez ici ce que représentent les collectivités locales dans les comptes de l'État, 65 milliards d'euros en 2016 sur 401 milliards de recettes brutes, donc à peu près 16% du budget. Donc évidemment, je ne dis pas que ça justifie, mais ça explique d'une certaine manière les misères que l'État central fait aux collectivités locales, puisque à partir du moment où il doit réduire lui-même son budget, on ne peut pas imaginer qu'il laisse en boîte noire un sixième de son budget. En réalité, les choses sont plus complexes quand on essaie d'examiner la part de ce qui est les concours de l'État. Vous avez sur ce graphique une part rouge, verte et bleue qui représente les détails des 65 milliards de concours budgétaires. En rouge, vous avez les prélèvements sur recettes, en vert, vous avez les dotations budgétaires, et en bleu, vous avez les dégrèvements, c'est d'ailleurs les 3 parties qui figuraient ici aussi en rouge sur le graphique précédent, les dotations budgétaires, donc la partie verte qui est en haut, les prélèvements sur recettes qui sont en bas, et les dégrèvements donc en rouge sur le graphique suivant, et les dégrèvements qui sont entre les deux. Donc cet ensemble fait 65 milliards d'euros. Vous avez en orange, je représente ici, mais c'est du pointillé parce qu'il y a quelque chose qu'on appelait l'enveloppe normée qui existait depuis une bonne dizaine d'années et qui a été officiellement déclarée morte lors de la loi de finances précédente en 2015, puisque de toute façon aujourd'hui c'est tout qui est contraint. Mais il y a également un autre concept que je vous ai mis dans un certain nombre de nuances de gris, sans jeu de mots, avec un dégradé, et qui correspond à ce qu'on appelle les transferts financiers de l'État. Ce qui permet commodément d'arriver à près de 100 milliards. Beaucoup d'élus locaux refusent ce concept, et je pense qu'ils ont raison. Il s'agit simplement d'impôts qui ont été transférés aux collectivités depuis d'ailleurs très longtemps, parce que certains d'entre eux
Je pense en particulier aux droits de mutation, première tranche des années 80, qui finançait les premières tranches du social, aux cartes grises des régions, ont été cédées aux collectivités en échange de transfert de compétences. D'autres, plus récemment, comme la taxe sur les produits pétroliers au moment de l'instauration du RMI, comme chacun sait, ancêtre du RSA actuel en 2004. Donc ces 35 milliards supplémentaires ne sont évidemment pas des concours financiers de l'État, mais de simples transferts d'impôts qui aujourd'hui évidemment sont directement touchés par les collectivités. Donc la masse dont on parle, celle qui est affectée par la baisse, c'est 65 milliards, qui était autrefois 70, mais ça n'est pas les 100. Vous avez ici, je rentre dans, je dirais, je présente pas l'ensemble globalement parce qu'on n'a pas beaucoup de temps, mais vous avez ici avec les mêmes codes couleurs la partie rouge qui sont les prélèvements sur recettes, la partie verte les dotations budgétaires, la partie bleue qui sont les dégrèvements, avec une échelle évidemment qui n'est pas totalement respectée parce que sinon on verrait pas grand-chose dans des petites rubriques. Je précise que il y a quand même un certain nombre d'évolutions. Vous avez 3,7 milliards de baisse. Mais d'un autre côté, vous avez des dotations spéciales d'investissement qui ont été proposées par l'État, 800 millions, dont on pense d'ailleurs que seuls 120 seront dépensés en 2016, et les dégrèvements, c'est la partie bleue, très importante, qui progresse à son propre rythme. Je m'explique. Qu'est-ce que c'est qu'un dégrèvement? Ne pas confondre un dégrèvement et une compensation d'impôt. Une compensation d'impôt, c'est un impôt qui a disparu et pour lequel l'État le remplace par une dotation. Et le remplace par une dotation que souvent d'ailleurs, il met ensuite en variable d'ajustement, c'est-à-dire qu'il l'a fait diminuer de 20% par an, donc au bout de quelques années, il ne reste plus grand-chose. Le dégrèvement, c'est pas tout à fait ça. Le dégrèvement, ce sont des véritables impôts payés par de véritables contribuables en chair et en os, sauf que l'État les exonère partiellement ou totalement de cet impôt et qu'ils payent à leur place, à l'euro. Et donc, vous avez deux exemples de dégrèvement que je vais vous donner. D'une part, sur la taxe d'habitation, où les personnes économiquement faibles sont plafonnées à 4,3% de leurs revenus, et par conséquent l'État paye à leur place. Et d'autre part, sur la cotisation à la valeur ajoutée des entreprises, où les petites boîtes qui font entre 150 000 euros et jusqu'à 50 millions d'euros, donc petites et moyennes, de chiffre d'affaires, sont totalement ou partiellement exonérées de CVAE. C'est l'État qui paye à leur place, soit la totalité si elles ont entre 150 000 et 500 000 euros de chiffre d'affaires, soit une partie si elles ont entre 500 000 et 50 millions. Pourquoi a-t-il fait cela, l'État? Simplement pour ne pas désespérer les campagnes, parce que dans le monde rural, il y a très peu d'entreprises qui font 50 millions d'euros de chiffre d'affaires. Tous ces dégrèvements progressent comme les bases. Donc quand vous avez des bases de taxe d'habitation qui progressent de 3% par an, automatiquement les dégrèvements suivent, et ça l'État ne les maîtrise pas. La seule chose qu'il maîtrise, c'est que si la collectivité augmente ses impôts, je ne parle pas de la CVAE sur laquelle l'impôt est national, mais de la taxe d'habitation, eh bien l'État ne paye pas à la place du contribuable, c'est le contribuable qui paye évidemment l'augmentation d'impôts. Vous avez ici globalement le menu des 4 années qui viennent, 2014-2017, donc 1,5 milliard prélevé en 2014, 5 milliards en cumulé en 2015, 8 milliards maintenant, 8 milliards 8 en 2016, nous y sommes, et normalement 12 milliards 5 l'année prochaine. Certains espèrent, écoutez, je leur souhaite à tous, que l'épée de Damoclès ne s'abattra pas sur 2017 puisque nous serons en année préélectorale. Je ne bâtirai pas forcément une prospective sur des estimations débordantes d'optimisme. Le gouvernement fera peut-être des gestes. Maintenant, une élection présidentielle n'est pas une élection sénatoriale, ce ne sont pas des maires qui votent. Donc, qu'appréciera-t-il comme étant le plus beau geste électoral qu'il peut faire à l'automne 2016? On le verra à ce moment-là, mais je me garderai bien de tirer des plans sur la comète. Cette page ici vous montre simplement quelles ont été les évolutions drastiques de la fixation de la DGF et globalement des concours financiers apportés par l'État aux collectivités locales depuis 2007, qui a été la dernière année de l'ancien contrat de croissance et de solidarité. En ces temps historiques, les dotations progressaient de l'inflation plus les 2/3 de la croissance du PIB pour la DGF, 50% de la croissance du PIB, donc ça faisait gentiment entre 2,5 et 3% chaque année. On a décéléré progressivement, on est passé de cela à l'inflation, à zéro ensuite au zéro valeur, et maintenant à moins quelque chose. Donc en l'espace de moins de 10 ans,
On est passé d'une variation positive à une variation brutalement négative. Voici donc les chiffres qui ont été clairement annoncés dans la loi de finances, des montants cumulés qui s'appliquent aux communes, aux communautés, aux départements et aux régions. Les chiffres de 2017 sont des règles de 3. Pour ce qui concerne 2016, vous voyez que les communes ont déjà abandonné 3,5 milliards, que les groupements ont abandonné 1,5 milliard, que les départements ont 2,7 milliards de dotations en moins et que les régions ont un peu plus d'1 milliard de dotations en moins. Les communautés payent globalement un peu plus que les communes et donc elles se plaignent. Enfin, ce sont des débats évidemment entre collectivités qui n'ont pas d'impact direct sur l'État puisque la répartition est faite en amont. Voilà le schéma extrêmement simple, je mets encore des guillemets, de ce qu'est la DGF aujourd'hui. C'est un des débats essentiels qui a été celui du projet de loi de finances et donc maintenant de la loi de finances 2016. Et ça va refaire un tour de piste, bien sûr, en 2017. C'est probablement la grande différence entre la loi de finances donc, que nous connaissons maintenant et toutes ses prédécesseurs, puisque au-delà du contexte quand même extrêmement compliqué pour l'ensemble des décideurs locaux, on a ajouté une incertitude supplémentaire. Y aura-t-il ou non une réforme de la DGF en 2017 ? Quand on regarde ce qu'est aujourd'hui l'architecture de la DGF, on peut comprendre effectivement que l'on se pose des questions quant à son homogénéité, son équilibre. Il faut savoir que la DGF est à l'origine un reliquat de taxes représentatives sur les salaires antérieure à l'époque où la TVA a été instaurée. Je rappelle que c'était en 1968, donc c'est la structure commerciale des implantations telles qu'elles pouvaient exister il y a 50 ans, qu'on a greffé dessus un certain nombre de choses, qu'on a ajouté de la péréquation, avec la dotation de solidarité urbaine qui a été créée par le gouvernement Rocard en 91, avec la dotation de solidarité rurale qui a été créée en 95, avec les dotations intercommunales qui ont été peaufinées entre 92 et 99, et vous avez donc ici tout un ensemble de choses qui conduit à des situations extrêmement divergentes, on va y revenir, et qui a donc justifié la nomination d'une commission, d'une mission parlementaire, animée au départ par Madame Pires Beaune, députée du Puy-de-Dôme, et par Monsieur Jean Germain, donc vous savez qu'il a décidé de mettre fin à ses jours au mois d'avril, donc qui était sénateur d'Indre-et-Loire. Madame Pires Beaune a continué seule. L'opposition d'ailleurs avait refusé de participer à cette mission. Le rapport qui a été présenté au Premier ministre le 15 juillet 2015 a abouti donc à une inscription dans la loi de finances, dans le projet de loi de finances 2016, avec les résultats que je vous ai déjà donnés quant au fait qu'on reporte ça à 2017, mais dont on va détailler maintenant les mesures. Il faut bien comprendre d'abord que la DGF a été très fortement sollicitée par le développement exponentiel de l'intercommunalité depuis 1992. Pourquoi 1992 ? Parce que c'était la première loi intercommunale majeure, celle du 6 février 92, qu'on appelle la loi Administration territoriale de la République. À l'époque, il n'y avait que quelques dizaines de districts, 9 communautés urbaines, et des syndicats d'agglomération nouvelle, ce qui représentait 11 millions de Français intercommunalisés. La partie rouge, c'est la fiscalité additionnelle. La partie bleue, les millions d'habitants étant arrondis au plus proche, étant la partie que l'on appelait à l'époque la taxe professionnelle unique, qui d'ailleurs en 92 ne concernait que les syndicats d'agglomération nouvelle. Nous étions à 11 millions sur 60 millions de Français. Nous sommes au 1er janvier 2015 à 63 millions de Français sur 66. Nous n'avons pas officiellement les chiffres au 1er janvier 2016, mais nous sommes normalement à 66 sur 66, puisque seules les îles monocommunales qui sont quelque part dans l'Atlantique sont exonérées de regroupements intercommunaux, puisque aujourd'hui, l'ensemble des communes de la Petite Couronne et quelques autres qui ont opté pour en faire partie aussi ont rejoint la métropole du Grand Paris. Nous sommes donc aujourd'hui sur 54 millions, nous étions au 1er janvier 2015 sur 54 millions qui étaient en fiscalité professionnelle unique et 9 millions en fiscalité additionnelle. On est aujourd'hui à 57 et 9. La DGF, chaque année, donne lieu à un partage. D'ailleurs, ce partage n'est pas terminé. C'est pour ça que sur ce tableau, vous ne voyez pas de chiffres définitifs.
Je rappelle le cadre temporel dans lequel on se situe. Cette présentation vous est faite le 27 janvier et le calendrier n'est pas terminé. Nous avons chaque année donc un projet de loi de finances qui est déposé le 30 septembre. Il est examiné par le Parlement au cours de l'automne. Il est promulgué après bien sûr passage devant le Conseil constitutionnel entre le 29 et le 31 décembre. Ce n'est pas fini. L'INSEE communique au 1er janvier les chiffres de population qui influencent évidemment les dotations. Les préfectures font remonter avant le 15 janvier les évolutions intercommunales. Je parle d'évolutions intercommunales, aujourd'hui ce ne sont plus des nouvelles intercommunalités, mais ce sont des intercommunalités qui fusionnent, ou qui ont fusionné avant le 31 décembre, et ce sont des communautés qui décident de passer en fiscalité provisionnelle unique et donc qui obtiennent un peu plus d'argent. À partir de cela, les ordinateurs du ministère de l'Intérieur tournent en ce moment même, c'est-à-dire fin janvier et première décade de février. Le comité des finances locales qui se réunit toujours le deuxième mardi de février est donc alimenté par la Direction générale des collectivités locales avec ses chiffres, et la Direction générale des collectivités locales lui donne un certain nombre de marges de manœuvre à partir desquelles le comité des finances locales, qui est donc une instance consultative, mais qui a poids décisionnel sur ces aspects-là, et c'est ce qui apparaît en bleu à gauche, en bas à gauche sur le tableau, est amené à définir s'il va majorer ou non des dotations de péréquation par rapport au chiffre qui a été fixé en loi de finances, et comme de toute façon il manque de l'argent, sur quoi il va taper la forfaitaire des communes, qui peut unitairement baisser de 0 à 3% pour un certain nombre de communes qui ont évidemment des potentiels fiscaux supérieurs à la moyenne, enfin même à 75% de la moyenne, et la dotation de compensation des communautés. Il peut doser entre les deux, et bien entendu, s'il rajoute de la péréquation, il taille dans le reste, puisque l'équation doit être bouclée. Donc une fois ces chiffres décidés par le comité de finances locales, qui a aussi quelques petites marges de manœuvre sur les départements et les régions, ici je suis sur le bloc communal, eh bien les ordinateurs du ministère de l'Intérieur se remettent à tourner pour sortir les circulaires avec les valeurs de points, qui arrivent à peu près vers la fin mars, et bien sûr les dotations individuelles qui sont mises en ligne également vers la même période, ou au plus tard tout début avril, de manière à ce qu'on puisse travailler sur les budgets à partir de cela. Qu'est-ce que c'est aujourd'hui que la DGF globale? C'est quelque chose qui est extrêmement distinct des richesses individuelles. Et le graphique que je vous montre ici, nous l'avons construit au printemps de l'année dernière. Nous l'avons remis à la mission parlementaire qui a étudié la réforme de la DGF, et donc il s'est retrouvé dans le rapport de Madame Pires-Beaune. Il a été présenté à un colloque de la Gazette des communes donc au mois de juin. Il représente en haut les perdants au FPIC. Je rappelle que le FPIC, c'est le gros dispositif de péréquation du bloc communal. Donc c'est les parties rouges à gauche. Les gagnants du FPIC à droite, donc c'est les parties, disons, vertes, globalement, majoritairement vertes, avec la ligne bleue qui forme le net algébrique. Hein. Et en bas, vous avez le niveau de DGF consolidé, commune plus communauté. La partie, évidemment, il n'y a aucune corrélation. On pourrait s'attendre à ce que la DGF soit un peu péréquatrice et qu'on en ait un peu plus quand on est a priori dans la partie verte, puisque dans la partie verte, vous trouvez les pauvres et dans la partie rouge, vous trouvez les riches. C'est pas tout à fait ce qui se passe, et en particulier, une des choses qui fait le plus désordre, c'est la partie violette, c'est la dotation de compensation, c'est-à-dire les anciennes parts salaires. C'est l'une de celles qu'il est prévu, si la réforme vient à se fait, de faire sauter. Donc, les objectifs de la réforme, c'est de rendre plus lisible l'architecture de la DGF, c'est de réduire les écarts, c'est de mettre fin à des rentes héritées de l'histoire, donc en particulier cette dotation de compensation, mais également le complément de garantie des communes, parce que cette DGF a été fossilisée en 2005. En 2005, on a créé une dotation par habitant, on a créé une dotation par hectare. Comme tout le monde était au-dessus de ça, on a donné un complément de garantie. Ce complément de garantie était censé s'éteindre progressivement avec le temps, au fur et à mesure que la dotation spontanée, c'est-à-dire les deux autres, les par habitant et par hectare, viendrait à augmenter. Ben voyons, on pouvait penser à l'époque qu'on serait dans un long fleuve tranquille et que tout le monde augmenterait. La dotation, le complément de garantie, non seulement n'a pas été rattrapé par la spontanée, mais on a tapé dedans depuis 2011, et donc aujourd'hui, il est prévu dans cette réforme de le supprimer aussi. Donc ça fait deux gros morceaux qui sauteraient. Donc vous imaginez bien sûr la complexité que ça représente. Il est également question
de rendre plus lisible la péréquation et d'amorcer une gestion territoriale. Quand je dis d'amorcer une gestion territoriale, comprenons-nous bien, entre les associations intercommunales, et en particulier la DCF, l'Assemblée des communautés de France, dont le président est Charles-Éric Leménien, et d'un autre côté le bloc dur de l'Association des maires de France et de son vice-président, le président par ailleurs du comité des finances locales, André Léniel, les points de vue ne sont pas tout à fait les mêmes, pour utiliser un euphémisme, puisque la DCF prône une DGF territoriale, versée au sein d'un bloc, une communauté et ses communes, alors que l'AMF est jaloux de l'autonomie communale. Donc le projet de loi d'ailleurs a essayé de prendre en compte la chèvre et le chou et de proposer une amorce de gestion territoriale, mais avec une définition mathématique qui ne nécessite pas, qui n'aboutit pas à un risque de voir un certain nombre de communes se mettre d'accord ensemble pour dépouiller un de leurs voisins pour des raisons politiques ou autres. Donc vous avez dans le contenu de la réforme, dans la dotation forfaitaire serait remplacée par une dotation de base sanctuarisée de tant d'euros par habitant, une dotation de ruralité pour ceux qui ont un territoire vraiment très peu dense, c'est-à-dire 75% et moins de la moyenne nationale. Je précise que dans la moyenne nationale, on a ajouté la Guyane pour faire bonne figure, donc ça baisse évidemment la densité moyenne de la France, et une dotation de centralité, le gros morceau, même si c'est pas le plus gros en masse financière, celui qui fait le plus parler, puisque ça revient à la fraction territorialisée, et dans laquelle on va prendre la ville principale de la structure intercommunale, et on va élever à la puissance 5 le montant de la dotation qu'on lui verse. Alors, je rappelle à tous ceux qui s'étaient un jour fâchés avec les mathématiques, que quand vous avez deux villes qui sont dans un rapport de 1 à 4 en population, par exemple 40 000 et 160 000 habitants, eh bien 4 à la puissance 5, ça fait 1024, donc la dotation est 1000 fois supérieure, même si ce n'est pas l'essentiel de la dotation, et quand il n'y a que deux fois un rapport de 1 à 2, eh bien 2 puissance 5, ça fait 32. Donc ça fait quand même de gros dégâts. C'est un des points dont on parle beaucoup dans les chaumières. On en parle d'autant plus que, bien sûr, tout ceci va être lié à des configurations intercommunales qui sont en devenir avec l'évolution des schémas départementaux de coopération intercommunale pour lesquels les préfets ont, entre septembre et octobre, donc proposé de nouvelles cartes sur lesquelles les élus débattent et qui doivent aboutir au 31 mars prochain à des cartes définitives. Prenons des exemples, si vous voulez. Aix-en-Provence, avec 148 000 habitants DGF, va devenir la ville de banlieue la plus importante de France, à l'intérieur du Grand Marseille. Et par contre, et je le cite comme ça parmi d'autres, Aubusson, 4100 habitants, est une véritable ville-centre qui n'est concurrencée par personne. Et qui par conséquent ramassera, même si c'est une masse plus faible au total, la part prépondérante de son intercommunalité dans laquelle figurera une ville de 3000 habitants qui s'appelle Bourg-en-Neuf et quelques autres. Voilà, donc ce point est évidemment fait débat et c'est un de ceux sur lesquels on a le plus discuté. La péréquation va être également modifiée. La dotation nationale de péréquation qui était versée à des communes pauvres en base fiscale et qui matraquaient leurs contribuables est apparue moins pertinente avec le temps et donc elle serait éliminée mais rebasculée sur une dotation de solidarité urbaine rénovée et sur une dotation de solidarité rurale rénovée aussi. Quand on dit rénovée, c'est plus concentré. Aujourd'hui, les trois quarts des villes de plus de 10 000 habitants touchent la DSU, elle ne serait plus que les 2 tiers. Aujourd'hui, pratiquement 35 sur 36 000 des communes de moins de 10 000 habitants touchent la DSR, elle ne serait plus que les 2 tiers. Donc on concentrerait, avec évidemment des mécanismes de protection et de garantie dégressive sur 4 ans, de ceux qui seraient éjectés, pour prendre un terme assez cru. Ce sont des situations aussi, mais on aura peut-être l'occasion d'en parler dans des questions, qui génèrent un certain nombre de débats, parce qu'aujourd'hui vous avez des seuils, et demain vous auriez une relative continuité des critères entre les choses. Autre point qui fait débat, les dotations des communautés. Sur les dotations des communautés, l'intégration fiscale demeurerait, donc une dotation d'intégration fiscale liée au CIF, une dotation de péréquation liée au potentiel fiscal, ça demeurerait. La dotation de centralité irait pour partie aux intercommunalités, mais jusqu'à pas plus de 40% du total. Et il y aurait quelques mécanismes de garantie qui seraient d'autant plus nécessaires
qu'il est prévu qu'il n'y ait plus de distinction en valeur de points d'une catégorie de communauté à une autre. Pour que vous puissiez apprécier l'ampleur de cette évolution, si elle se fait, retenons qu'aujourd'hui, une communauté de communes à fiscalité additionnelle, catégorie la moins pourvue, touche en moyenne, avant contribution au redressement des finances publiques, 20 € par habitant, et qu'une métropole et une communauté urbaine est à 60, c'est-à-dire le triple, toujours avant contribution au redressement des finances publiques, et que les anciennes communautés urbaines, c'est-à-dire celles d'avant 2009, c'est la majorité en nombre d'entre elles, étaient même plutôt à 85 € par habitant. Là, tout le monde se retrouverait logé à la même enseigne, sauf que, évidemment, il y a un mécanisme, il y a un tunnel. On ne peut pas avoir moins de 95% de l'année précédente, et on ne peut pas avoir plus que 105%. Les simulations que nous avons faites pour le Sénat montrent que dans certains cas extrêmes, il faudra plusieurs dizaines d'années pour atteindre le régime de croisière. En particulier à la hausse, bien sûr, et c'est quelque chose qui, bien sûr, est à prendre en considération dans les impacts de la réforme. Alors, qui seraient les gagnants? Eh bien, en vert, les communes très faiblement denses, les communes qui n'avaient pas de complément de garantie important, je vous en ai parlé tout à l'heure, les villes-centres d'intercommunalité réellement rurales, donc je vous ai pris l'exemple d'Aubusson, mais je veux dire, on peut en prendre beaucoup d'autres qui, dans un département donné, ne sont pas concurrencés. Des communautés qui avaient relativement peu de parts salaires, puisque c'est ça qui saute et qu'on dope le reste, donc évidemment celles-là seront gagnantes. Les communautés à fiscalité additionnelle, le monde rural peu dense et gagnant. Et puis il y aura des perdants, qui seront des communes touristiques, parce qu'il y avait une dotation qui avait été fondue, donc on la retrouve plus. Des villes qui avaient des activités commerciales importantes il y a 50 ans, qui avaient un versement représentatif de la TVA très élevé, qui a dopé leurs dotations d'époque et qui ont été conservées. Les communes qui, et ça va être assez nombreux, qui à la faveur d'un groupement intercommunal se retrouveraient numéro 2, brillant numéro 2 ou numéro 3, et que ce ne sera pas si brillant que ça compte tenu de la puissance 5, alors qu'aujourd'hui elles étaient tête d'intercommunalité d'une structure beaucoup moins importante. Je rappelle qu'on va passer de 2100 communautés à 1200 ou 1300 une fois que la carte intercommunale aura été revue, et puis les métropoles. Globalement, ce qui va se passer, c'est qu'il peut y avoir une consolidation sur un territoire. Par exemple, les grosses intercommunalités vont perdre, mais leurs villes-centres vont gagner. Est-ce qu'il va y avoir un partage, un pacte? On n'en sait rien. De la même manière, les petites communes vont gagner sur la DGF, mais elles vont perdre sur la péréquation à cause de certaines formules assez compliquées. Donc là aussi, tout ceci mérite qu'on y réfléchisse. Voilà en tout cas, rien que sur la DGF, la carte que nous avons établie, puisque nous avons raisonné France entière à partir des schémas intercommunaux actuels. Donc vous voyez par exemple que le Massif central n'est pas particulièrement avantagé. Le Cantal est le département où il y aura le plus de perdants. Vous en aurez aussi dans l'Aveyron, vous en aurez dans le Gers, vous en aurez dans les Côtes-d'Armor, vous en aurez en Haute-Loire, dans la Creuse. Maintenant, en matière de péréquation et d'intercommunalité, ce seront d'autres résultats. En consolidé, ça va un peu se rééquilibrer, à condition bien sûr que les gens partagent. Et je précise, parce que ça mérite d'être dit, qu'à ce stade, ce graphique a été fait à partir de l'intercommunalité existant en 2015. Quand on fait des simulations aujourd'hui, oui, on peut y ajouter deux choses que tout le monde connaît. La métropole du Grand Paris et la métropole Aix-Marseille-Provence, dont on connaît parfaitement la configuration. Pour les 92 ou 93 autres départements, eh bien c'est la bouteille à l'encre, puisque tout le monde négocie actuellement sur le terrain, en se posant des questions par rapport à son positionnement, puisque les simulations, nous en avons fait pour le Sénat, le ministère de l'Intérieur en a fait d'autres, mais sur la base des schémas intercommunaux anciens, et donc les parlementaires se sont méfiés, et ont fait mettre dans la loi que le gouvernement devrait leur présenter pour le 30 juin 2016 des nouvelles simulations, ce qui va laisser quelques semaines entre le 31 mars, si cette date est tenue, retour des préfectures, et le 30 juin, donc 12 semaines au plus, pour sortir ces simulations qui, évidemment, alimenteront les débats de l'automne prochain. Autres éléments intéressants à signaler, les incitations financières aux communes nouvelles. Je rappelle quand même le contexte particulier de la France. Vous avez ici, sur ce graphique à gauche, vous avez le nombre de communes en pourcentage des 28 pays de l'Union européenne. Alors la France est en bas en bleu, 42% des communes de l'Union européenne, cocorico, c'est les nôtres. L'Allemagne est en noir, vous voyez qu'il n'y en a que 8, l'Italie est en vert, l'Espagne est en rouge, on a mis des codes couleurs qui sont à peu près compris, on voit même pas le Royaume-Uni parce qu'ils ont que 200 communes, donc c'est vraiment ridicule.
Résultat des courses, la commune française a 1700 habitants. Vous avez 5 pays qui sont en haut, qui ont plus de 50 000 habitants, donc on a même coupé le graphique pour qu'on voit quelque chose. Aux Pays-Bas, c'est minimum 25 000 dans la Constitution. Il n'y a que la République tchèque qui est derrière nous. Et donc, il y a eu des dispositions qui ont été prises pour les communes nouvelles. Je rappelle que d'ailleurs, la loi Marcellin du 16 juillet 71 avait mis des carottes qui n'ont pas forcément déclenché l'enthousiasme des foules. Donc il y a eu très peu de fusions. La loi du 16 décembre 2010 a démantelé ces carottes et par conséquent il y a eu encore moins de fusions par année, bien sûr. La loi de 2010, nous en sommes séparés que de 5 ans, donc mes parents, il y en a eu encore moins. Et là par contre, l'année dernière, dans la loi Pélissard-Leroux du 16 mars 2015, on a mis des petits plats dans les grands. Ces petits plats sont maintenus pour 3 mois en 2016. Et moi, j'ai souvent, en animant parfois des séances pour comme les conseils, les associations départementales des maires, on a des maires ruraux qui nous disent, mais monsieur le consultant, est-ce que c'est vraiment tout ça qu'on va toucher? Et je leur dis, vous avez raison. C'est effectivement tout ça que vous allez toucher si vous acceptez de déchirer votre écharpe, enfin au moins l'un d'entre vous. Maintenant, dépêchez-vous, il n'y en aura pas pour tout le monde, parce que si tout le monde le faisait, ça ferait sauter la banque. Heureusement, si je peux dire pour l'État, et pour le reste du système, que beaucoup de maires sont attachés à leur écharpe, même s'il y a eu un certain nombre de fusions, et en tout cas de communes qui en ont bénéficié. 54% des communes ont moins de 500 habitants, 97,5% des communes ont moins de 10 000 habitants, il n'y a que moins de 1000 communes qui ont plus de 10 000 habitants. Donc, exonération de prélèvement pour redressement des finances publiques, c'est pas rien. Dimension conservative, donc on garde le stock à partir de 2019. Garantie de maintien de la dotation forfaitaire indépendamment du potentiel fiscal. Majoration de la dotation forfaitaire de 5% par an pendant 3 ans. Garantie de maintien de la DSU et de la DNP, ou si la DNP est supprimée, de la quote-part de DNP qui est reversée dans la DSU ou dans la DSR. Obtention du FCTVA, fléchage de ETR. N'en jetez plus. C'est vraiment un très beau paquet cadeau, mais qui évidemment est limité dans le temps, parce que sinon, comme je vous l'ai dit, la banque sauterait. Voilà la DGF des départements, donc là aussi il y a une péréquation. Là aussi le comité des finances locales, même s'il ne l'a jamais fait dans le passé, peut donner un peu plus à cette péréquation et taper dans la forfaitaire. Il peut aussi répartir la péréquation entre les départements urbains et les départements ruraux. Vous avez ici, même si ça ne se voit pas forcément très bien, la définition des départements urbains et des départements ruraux. Pour être un département urbain au sens de l'INSEE, il faut avoir une densité de population de 100 habitants km carré ou plus, bien sûr. Donc c'est la partie haute du graphique, c'est l'ordonnée. Et il faut avoir un pourcentage de population vivant dans des communes considérées comme urbaines, c'est-à-dire des communes qui ont au moins un bourg-centre de 2000 habitants avec pas plus de 200 mètres entre chaque maison et qui représenteraient plus de la moitié de la population de la commune. Donc d'avoir plus de 65% de communes urbaines. Donc vous avez évidemment sur la partie en haut à droite des départements urbains aujourd'hui. Dans les 3 autres cadrans, les départements ruraux. Bien sûr, vous avez chaque année des départements urbains qui deviennent ruraux. Ça a été le cas par exemple de l'Ille-et-Vilaine, de l'Oise, du Maine-et-Loire et du Doubs dans les 3 dernières années. Ça sera mathématiquement le cas de l'Indre-et-Loire, du Loiret, du Morbihan et de l'Ain dans les années qui viennent. Le comité des finances locales est quand même plutôt attaché au monde rural de par sa composition, donc il donne quand même une part plus importante à la péréquation du monde rural, même si un certain nombre de départements se déplacent de la fraction de la zone rurale à la zone urbaine avec l'augmentation de la population. Pour les régions, c'est encore plus simple. D'ailleurs, je précise qu'on a consolidé bien sûr les dotations des anciennes régions sur les nouvelles qui existent maintenant depuis le 1er janvier. Quelques éléments relatifs au FPIC. Le FPIC a été limité à 1 milliard d'euros. Quelques dispositions ont été prises en matière de meilleure protection des communes défavorisées, c'est-à-dire celles qui ont la DSU cible, et également les 2500 premières communes au sens de la DSR, c'est-à-dire que c'est le groupement qui paye à leur place. Le FPIC est un système qui évidemment n'est pas apprécié par tout le monde. Ceux qui le payent le contestent et ceux qui le reçoivent aimeraient que ça progresse encore plus vite. L'équilibre néanmoins s'est fait dans les 4 ou 5 dernières années. Je rappelle que c'est un dispositif qui a été créé par le gouvernement Fillon et qui a été maintenu sur les 4 premières années
de la législature socialiste, pratiquement sans rien y changer, ce qui veut bien dire qu'il y a un équilibre entre ceux qui veulent l'accélérer et ceux qui veulent le freiner. Hein, vous avez ici, sur les 4 premières années, la courbe des gagnants et des perdants. Je vous avais montré d'ailleurs tout à l'heure une courbe de perdants et de gagnants aussi en relation avec l'évolution de la DGF. Voilà, et quelques autres mesures de la loi de finances 2016, hein, on est loin d'être exhaustif. L'actualisation des bases cadastrales de 1%, le versement transport applicable au-dessus de 11 salariés au lieu de 9, donc un petit coup de canif pour lesquels les autorités organisatrices du transport trouvent que l'État ne les compense pas suffisamment. Un transfert dont on va à nouveau reparler de 25 points de la CVAE des départements vers les régions, qui les fragilise encore davantage, même s'il donne évidemment une marge de manœuvre supplémentaire aux régions qui auront l'essentiel de la compétence économique. Quelques modifications demandées par la France à l'Union européenne de geler pour un an les modulations de tarifs de la TIPCE, puisqu'on a besoin de l'accord de Bruxelles pour ça. Et quelques éléments permettant d'harmoniser les tarifs de carte grise et le cas échéant de permis de conduire à l'intérieur des nouvelles régions, et quelques éléments sur la taxe de séjour. Il y en a bien sûr d'autres, mais encore une fois, même si j'ai un petit peu dépassé du temps qui avait été prévu, puisqu'on doit être à peu près à 50 minutes, voilà à peu près ce que l'on pouvait dire sur les grandes lignes de la loi de finances 2016 qui vous attend pour préparer vos prospectives 2016-2020 avec le blizzard qui risque de souffler pour beaucoup de monde. Je vous remercie. Alors, vous pouvez dès à présent poser vos questions dans le petit onglet à cet effet, qui se trouve sur le côté, je pense, de votre application, parce qu'on ne doit pas avoir la même. J'avais déjà peut-être... Sachant que voilà, il nous reste à peu près 5 minutes, donc je ne sais pas si vous avez des questions. N'hésitez surtout pas à les poser. Monsieur Klopfer essaiera d'y répondre. Oui, alors je vois des questions arriver, je vais laisser Monsieur Klopfer y répondre. Bon,
façon, qu'une communauté ait été créée cette année, ou qu'elle soit plus ancienne, ou qu'elle ait été fusionnée, parce qu'il y a aussi ce cas-là, là, la règle est un petit peu la même. Alors bien sûr, il faut faire deux options. Une option dans laquelle la réforme de la DGF passe à la trappe, et une option dans laquelle elle s'applique. Hein, bien sûr qu'il peut y avoir des situations intermédiaires où la réforme s'applique en étant amendée, mais nous faisons toujours deux scénarios. Alors concernant, puisque la question est posée, les attributions de compensation, oui, si une communauté a été créée cette année, je suppose donc, puisqu'on parle d'attribution de compensation, qu'elle est supposée être à fiscalité professionnelle unique, eh bien la règle, c'est que la communauté doit, et d'ailleurs c'est pas nouveau, hein, ça existe depuis la loi Chevènement de 1999, la communauté doit communiquer des attributions de compensation provisoires avant le 15 février aux communes, de manière à ce qu'elles puissent préparer leur budget. Et généralement, ce qu'on leur préconise, en tout cas quand on nous demande notre avis, c'est d'être prudente et de communiquer un montant légèrement sous-estimé aux communes, parce qu'un budget communal est souvent, surtout d'une petite commune, est difficile à construire, donc il ne s'agit pas de leur enlever de l'argent à l'automne, ce qui les placera en difficulté. Donc vaut mieux qu'elles en gardent sous le pied et qu'on leur donne un chiffre légèrement sous-estimé par rapport à ce qui sera leur lot une fois que, et je le rappelle, la commission locale d'évaluation des transferts de charges est chargée d'évaluer la partie liée au transfert de charges des attributions de compensation. Elle l'évalue toujours à l'automne. Pourquoi? Parce qu'elle a besoin des comptes administratifs de l'année précédente qui seront disponibles, disons, globalement à la fin du printemps. Donc elle mène ses travaux à l'automne et elle les publie en octobre-novembre pour que les conseils municipaux puissent délibérer. Donc voilà, l'aléa, il est occasionné principalement, comme je vous l'ai dit, par le fait de savoir si la réforme de la DGF se fera ou non, et la liaison, bien sûr, avec les schémas intercommunaux. Voilà, donc oui, là, il n'y avait pas la question, les internautes ne voient pas les questions écrites, Oui. donc pour la question, on va la traiter sur les attributions de compensation. Ouais. Et là, on a quelqu'un qui voudrait un peu plus d'informations sur garantie de compensation par salaire dans l'extermination des gagnants perdants. Je vais revenir sur le Ouais. slide 25. Ah oui. Alors, le complément de garantie, je m'explique. Là, je vais prendre un exemple, si vous voulez. Nous avons fait, dans le cadre d'ailleurs, c'est également dans le rapport Pires-Beaune, nous avons pris un exemple sur l'ensemble des communes de 20 à 50 000 habitants. Ce qui est une belle strate, même si c'est l'ensemble de deux strates d'ailleurs officielles, où il y a plusieurs centaines de communes. La partie liée à la population, à ce niveau-là, est relativement homogène. On est autour de 100 euros par habitant. La partie qui est liée à la superficie, dans l'ancienne DGF, est marginale. Pour une ville, si vous voulez, comme Arles et à un moindre degré Gap, qui doit être dans la strate aussi, qui sont des villes vastes, ça se voit à peine dans l'épaisseur du trait, même pour des villes aussi vastes que celle-là. Je rappelle que Arles a les 2 tiers de la Camargue. Tout simplement parce que par tête d'habitant, ça pèse pas grand-chose. Ça n'a un poids réel que pour des communes rurales. Le complément de garantie, je rappelle que ce complément de garantie, c'est le reliquat de la DGF qui existait en 2004 par rapport à la somme de ce qu'a été la dotation par habitant qui a été créée en 2005, entre 64 et 128 euros par habitant, et la dotation superficiaire, qui elle ne bouge pas parce qu'il n'y a pas de pôle d'air en France, donc on n'augmente pas les surfaces, et qui a été créée avec une surpondération pour les hectares de montagne. Pour bien faire comprendre le poids conséquent de cette complément de garantie, donc je vous ai dit qu'on était autour de 100 euros par habitant à ce niveau-là pour la partie population. Le complément de garantie dans cette strate, je parle de mémoire, de ce que c'est pas dans le PowerPoint, de 20 à 50 000 habitants, allait de 0 euros par habitant, je dis bien 0, à Martigues dans les Bouches-du-Rhône et à Tassin la demi-lune dans qui est une commune de la banlieue ouest de Lyon, jusqu'à 392 euros par habitant à Vichy, qui est,
on n'en veut pas de mal, mais qui est loin d'être la commune la plus pauvre de France, puisqu'elle a aussi un casino. Donc de 0 à 392. Ce qui, évidemment, veut dire que globalement, toute chose égale par ailleurs, une commune qui avait un faible complément de garantie est avantagée par la réforme, puisqu'on va doper le reste pour arriver à la même somme. L'État ne pique rien dans l'opération, alors qu'une commune qui avait beaucoup de compléments de garantie, évidemment, elle touche beaucoup moins. Et donc, la seule chose qui va la sauver, je mets des guillemets bien sûr, c'est le fait qu'il y a une garantie de 95% chaque année, donc il faudra un certain nombre d'années ou de dizaines d'années pour se retrouver à la nouvelle spontanée. J'espère avoir été clair. Dernière question, alors il faudrait que vous la répétiez parce que je pense qu'on m'entend Oui. pas. Pensez-vous que la baisse des dotations sera reconduite en 2017? Ah, alors, je vous ai parlé effectivement, la question a mérite d'être posée. Je vous ai parlé en fait des espoirs, en deux mots, hein, de l'espoir manifesté par un certain nombre d'élus, parce que, semble-t-il, les propos du ministre du Budget, Christian Eckert, auraient laissé entrevoir l'espoir peut-être d'une mesure d'atténuation de la baisse programmée pour 2017. Bon, je vous ai dit que je prenais cet extrêmement prudent là-dessus, mais on pourrait aussi imaginer que ça soit encore pire, et qu'après les 3 années de baisse de 3,7 millions de 2015, 2016, 2017, on vous en mette une quatrième louche en 2018. J'exclus également cette hypothèse. Non pas que je suis sûr qu'elle ne se produira pas, mais pour deux raisons. La première raison, c'est que je partage avec les financiers qui nous écoutent, hein, les directeurs financiers, les directeurs généraux adjoints chargés des finances, ou les directeurs généraux à profil financier. Nous partageons une étiquette sur le front, ça veut dire que nous sommes réputés être des gens pessimistes qui empêchons les élus de dépenser, et donc c'est pas la peine de charger la barque. C'est pas la peine d'être encore plus pessimiste que ce qui sont aujourd'hui dans les textes de loi. C'est déjà suffisamment compliqué comme ça pour ne pas être accusé d'avoir une vision encore plus en noircissant encore plus le tableau. Donc c'est pour ça que je me refuse à bâtir des scénarios qui là pour le coup seraient complètement délirants en imaginant que vous ayez en plus une pluie de sauterelles et un tremblement de terre qui s'abattent en même temps sur vous. Bon. La deuxième raison pour laquelle je ne me situe pas dans l'hypothèse d'une quatrième baisse, enfin oui de dotation, enfin quatrième ou cinquième si je pense à la de 2014 en 2018, c'est purement, si je peux dire, un mécanisme alors là carrément chimique. C'est que quand vous mettez du monoxyde de carbone dans une pièce, les gens suffoquent. Si à un moment donné vous en mettez trop, tout le monde meurt. Et comme nous sommes des gens fondamentalement optimistes, nous considérons que les collectivités resteront en vie, pas uniquement sur la carte, mais également en tant qu'institution. Parce que il faut bien imaginer que si jamais ça n'était pas le cas, là il y aurait vraiment du sang sur les murs. Après 3 années et demie de baisse, ça va être très lourd à supporter. À 4 années, je ne sais pas combien survivrait. Donc on ne se situe pas dans cette hypothèse. Alors, je sais pas, vous avez encore un petit peu de temps. Il me reste une dernière question qui est concernant la métropole Aix-Marseille. Que peut-on attendre d'une commune que peut attendre une commune en ce qui concerne l'AC 2016 et la DSC perçue jusqu'à aujourd'hui? Bon, alors je vais être, si vous voulez, très prudent évidemment, parce qu'un certain nombre de choses sont encore en discussion hein, sur le pacte financier, donc j'en suis pas le responsable, bien sûr. D'abord, il faut savoir que la DGF, aussi bien d'ailleurs de la métropole Aix-Marseille-Provence que de la métropole du Grand Paris, a été calculé en dehors du système global, donc il n'est pas financé par le reste du territoire, il y en a pour 113 millions au total. Hein. Quels sont les débats les plus importants de la métropole Aix-Marseille-Provence? Eh bien d'abord, le débat le plus important est le débat fiscal. Vous avez aujourd'hui des écarts de taux d'imposition de fiscalité ménage qui sont très importants. La communauté urbaine de Marseille était la seule
avoir ce qu'on appelait une fiscalité mixte, c'est-à-dire au-delà du taux de taxe d'habitation du département de l'ancien département, enfin, l'ancien taux de taxe d'habitation du département des Bouches-du-Rhône. Il a la métropole la communauté urbaine de Marseille a sa propre taux de taxe d'habitation, et puis il a aussi un taux de foncier bâti. Comme en population et en base, ça pèse le plus lourd sur l'ensemble, automatiquement, ça va entraîner à la hausse les taux de l'ensemble des 5 autres territoires et donc des contribuables des 5 autres territoires. Sauf à ce que des dispositions soient construites pour la neutralité fiscale, mais ces dispositions, et je ne parle pas uniquement de la métropole d'Aix-Marseille, sont moins faciles à imaginer aujourd'hui qu'avant 2010, parce qu'elles nécessitent, si par exemple on veut faire une jonction avec la fiscalité des communes, elles nécessitent la majorité aux 2/3 du conseil communautaire et de l'ensemble des communes concernées. Et c'est pas si facile que ça à réunir. Donc c'est un vrai débat que nous avons d'ailleurs posé au ministère de l'Intérieur et au ministère de la décentralisation quant à la question de savoir si ces questions de neutralité fiscale peuvent être examinées d'une manière plus, je dirais, plus souple sur le plan national et pas uniquement pour évidemment cette métropole. Le deuxième point qui pose débat, je l'ai évoqué tout à l'heure, c'est celui du positionnement de DGF de l'ensemble des communes. Nous avions jusque-là des situations, et c'était une des caractéristiques de la loi, du projet de loi et du projet Pires-Beaune, c'est que nous avons une distinction où la dotation de centralité n'est pas calculée uniquement en fonction de la taille de la population, mais de la taille relative dans son intercommunalité. En d'autres termes, qu'est-ce qu'il y a dans ce projet de loi, hein? Il y a le fait que on considère que Villeurbanne n'est pas une ville-centre, et il y a une continuité évidemment territoriale entre Lyon et Villeurbanne. On passe en traversant une rue, on passe d'une ville à l'autre. Même chose entre Paris et Boulogne-Billancourt, pour ne citer que la deuxième ville d'Île-de-France, mais on pourrait citer Montreuil, on pourrait en citer d'autres. Bon. Quand on prend Aix-Marseille, et puis il n'y a pas que Aix-Marseille, hein, il y a aussi Aubagne, qui a près de 50 000 habitants, il y a Martigues, il y a Salon-de-Provence, hein, qui sont également des villes importantes. Vous n'avez pas la continuité territoriale, vous ne traversez pas une rue pour passer d'Aix à Marseille, ou Marseille à Aix, vous ne traversez pas non plus une rue, vous avez quelques dizaines de kilomètres pour aller à Aubagne, et même des grosses dizaines de kilomètres pour aller à Salon ou à Martigues, hein. Et donc on peut se poser des questions de savoir est-ce qu'il faut distinguer, ça n'est pas prévu dans ce projet de loi, entre une continuité urbaine ou une proximité. Ce débat d'ailleurs va se poser ailleurs, hein. Pour prendre un exemple, il y a aujourd'hui un projet de regroupement dans une même intercommunalité entre Reims, 190 000 habitants je crois à peu près, et Châlons en Champagne qui doit en faire 3 fois moins. Là aussi, ça poserait problème, hein, puisqu'il n'y a pas non plus de continuité territoriale, puisqu'il y a quelques dizaines de kilomètres de Champagne-Pouilleuse entre les deux. Donc c'est un vrai débat si vous voulez. Et puis bien sûr, vous avez un troisième débat, mais il y en a encore d'autres, qui peut porter sur la dotation de solidarité communautaire, puisque un certain nombre de ces communes ont décidé d'intégrer leur dotation de solidarité communautaire dans l'attribution de compensation avant la fusion, et donc dans quelle mesure il en sera tenu compte. Ça, ce seront des débats politico-financiers ou financiero-politiques sur lesquels, évidemment, je peux vous apporter aucun éclairage, puisque je ne suis pas décisionnaire sur ce territoire, ni sur aucun autre d'ailleurs. Alors, une toute dernière question. Comment les communes qui sont considérées pauvres peuvent bénéficier du système de péréquation maintenu quand leur potentiel financier est augmenté du fait de l'appartenance à une interco riche, notamment avec les nouvelles fusions au 1er janvier 2016? Alors, cette question est très pertinente, parce que le potentiel fiscal a vu son calcul changer. Et son calcul a changé en 2012. À chaque fois que je suis amené à intervenir dans des assemblées d'élus, je constate que beaucoup d'élus actuels n'ont pas réellement intégré dans leur raisonnement ce changement fondamental qui est intervenu en 2012. Et je voudrais donc le rappeler. Je parle évidemment des communautés qui sont à fiscalité professionnelle unique et qui sont aujourd'hui très largement majoritaires. Le problème ne se pose que là. Quand vous êtes à fiscalité professionnelle unique, avant 2012,
votre potentiel fiscal, prenez en compte vos bases de taxes d'habitation, vos bases de foncier bâti, vos bases de foncier non bâti, ça on n'en parle pas, c'est plein d'apanage de la commune. Et pour ce qui concernait la taxe professionnelle, c'était l'impôt de l'époque, prenez en compte les bases historiques de taxes professionnelles qu'avait votre commune rapportées au nombre d'habitants au moment où elle les a levées pour la dernière fois. Et pour le reliquat, les recettes nettes supplémentaires qui sont apparues sur le territoire rapportées au prorata de la population. Ça, c'était avant 2012. Aujourd'hui, on ne peut plus faire de continuité par rapport à ce qu'étaient les bases de taxes professionnelles d'avant, pas 2012, avant 2000, puisque on a une rupture et que cette taxe professionnelle a été compensée par beaucoup de choses différentes. Donc aujourd'hui, depuis 2012, on raisonne différemment. Votre potentiel fiscal, mesdames et messieurs, les maires, les élus des communes qui sont dans une communauté FPU, est calculé comme étant, sur la partie fiscalité économique, l'attribution de compensation qu'on vous verse, qui est plein pot pour vous, en plein apanage. Donc je m'explique, plus elle est importante, plus vous êtes riche, donc vous avez intérêt à transférer vos charges, pour en avoir moins. Et le reliquat des recettes nettes de la communauté, une fois qu'elle a payé les attributs de compensation, sont répartis au prorata de la population. Donc évidemment, ça conduit à ce que plus vous êtes dans une intercommunalité riche, plus votre potentiel fiscal augmente. Mais c'est pas illogique. Parce que l'intercommunalité riche, elle va vous construire, vous apporter des services et vous construire des équipements. Je prends l'exemple, non nominatif, mais chacun le reconnaîtra, d'un maire d'une commune de Seine-Saint-Denis qui avait campé devant l'Assemblée nationale une semaine à l'automne 2012, en mi-saison, donc il ne fait pas encore trop froid, pour réclamer davantage de dotations. Certes, sa commune est pauvre, personne ne le méconnaît. Simplement, elle s'est mariée en intercommunalité à FPU avec deux communes qui ont une partie des bases de l'aéroport de Roissy en France. Et évidemment, chaque année, son potentiel fiscal augmentait. Ça, il n'a pas forcément mis l'accent sur ce facteur-là, mais qui jouait. J'ajoute maintenant un élément qui là est un bug du système, que nous avons nous-mêmes signalé au ministère de l'Intérieur, pas plus tard d'ailleurs qu'il y a quelques semaines, et qui est assez technique, mais je vais essayer d'être le plus précis possible. C'est une distorsion sur les bases de taxes d'habitation. Je m'explique. Avant 2012, lorsque vous passiez en fiscalité professionnelle unique, taxe professionnelle unique, et ben la totalité de la TP, évidemment, était pour la communauté. Quand cette TP a sauté en 2011, elle a été remplacée par un certain nombre de choses, dont la taxe d'habitation du département, qui est donc passée automatiquement à l'agglo. Toutes les communautés en fiscalité professionnelle unique qui existaient avant 2012, cet ancien taux du département est aujourd'hui reçu, facturé aux contribuables par l'agglo, enfin la communauté de communes ou la communauté d'agglomération urbaine. Ceux qui sont passés en fiscalité professionnelle unique après 2012, on ne leur demande pas de transférer la taxe d'habitation qui a été levée par les communes, puisque ce sont les communes qui ont perdu l'ATP, et donc ce sont les communes qui se sont vues remplacer ça par la taxe d'habitation départementale. On ne la transfère pas à la communauté. Or, la très grande majorité des communautés à fiscalité professionnelle unique qui existent aujourd'hui, 2016, sont dans ancien régime, c'est-à-dire régime d'avant 2011. Ou si elles sont passées en FPU plus tardivement, si elles se sont mariées avec une autre communauté, on a évacué la taxe d'habitation des communes pour la renvoyer sur la communauté, moyennant bien sûr indemnisation sur l'attribution de compensation. Qu'est-ce qui se passe dans ce cas-là? Eh bien, ce qui se passe, c'est qu'on applique les coefficients de potentiel fiscal qui sont ceux de la moyenne des communautés, dans lesquels il y a 9% de valorisation de la taxe d'habitation. Mais il n'y a pas d'attribution de compensation en face pour ces nouvelles communautés. Je prends un exemple. Une communauté existante, créée en 2013, très importante, plus de 200 000 habitants sur la Côte d'Azur, Cannes, Le Cannet, Mandelieu, Mougins, Théoul-sur-Mer. Taxe d'habitation restée dans les communes. Eh bien, les communes qui ont les bases foncières les plus importantes ont un potentiel fiscal qui a baissé, et celles qui ont les bases foncières les moins importantes ont un potentiel fiscal qui a augmenté, à cause de ce bug. Nous l'avons signalé. Et nous avons également signalé
que les mêmes causes produisant les mêmes effets, il allait y avoir en Île-de-France, dans la petite couronne, où les bases de foncier bâti et de taxes d'habitation en l'occurrence, mais de bases foncières, sont extrêmement disparates entre des communes très riches et des communes très pauvres qu'on a associées dans les mêmes territoires, et bien automatiquement, si cet effet n'était pas corrigé, ce tsunami va être prévu pour 2017, puisqu'il se produit forcément avec un an de décalage par rapport au moment où on constate les bases. Or, les territoires sont constitués en 2016, donc le tsunami est pour 2017 s'il n'y est pas porté remède. Et donc c'est le point que nous signalons à tous ceux qui veulent bien nous écouter. Voilà. Merci de nous avoir suivis et d'avoir assisté donc à ce webinaire consacré à la loi de finances 2016 et à son impact sur les collectivités territoriales. Et nous vous donnons rendez-vous très bientôt pour un prochain rendez-vous expert, moniteur, juriste. Merci beaucoup.